Gilles, bonjour. Bonjour. On est à Train-Train. Absolument. Ouais, ça fait un bout de temps que tu n'étais pas venu à Bulle de Rêve. On est donc. Je suis content. D'ailleurs, j'y suis pas. Oui, comme à chaque fois, on est obligé de venir. Bulle de Rêve vient, c'est le changement de vous avez plus de de, locaux. vous avez plus de budget maintenant. Ça commence à devenir. Vous pouvez voyager. On est assez payé cher. Dis-moi, 3 films au compteur. Est-ce que à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a ces 3 films différents? Est-ce que c'est une envie ou c'est quelque chose, c'est juste dans une évolution ou quelque chose qui avance comme ça, puis finalement il y a un changement à la fois de graphisme et à la fois de style. Oui, 3 films en 15 ans, quoi. Donc c'est pas non plus énorme. Donc oui, ils évoluent. Je fais pas des films souvent, donc il y a forcément des changements entre chacun d'entre eux. Donc tu dis ça, et à la fois il y a des gens qui, une fois qu'ils ont trouvé leur style, quelque part restent dans ce style-là, ils sont contents et travaillent uniquement dans ce style-là. Oui, moi j'aime bien changer. C'est vrai que j'aime bien changer, Enfin, en tout cas, je crois que je change. Les gens me disent, maintenant on reconnaît bien. Enfin, certaines personnes me disent qu'ils reconnaissent bien les liens, même graphiques, entre les films, alors que pour moi, je fais des choses très différentes à chaque fois. Donc je pense qu'inconsciemment, ou involontairement, en tout cas, il y a des scories qui restent à chaque film, forcément. Après, oui, non, je pense qu'il y a quand même une constante. C'est quand même un côté un peu fantastique dans chacun des films. Et au niveau, alors, on va venir évidemment au niveau thématique, surtout par rapport à là, il est évidemment important, mais toi, tu dessines pas énormément. On se connaît depuis un bout de temps et je te vois assez peu dessiner par rapport à des gens qui sont tout le temps avec leur carnet de croquis. On a l'impression qu'ils s'arrêtent jamais. Ici, vous avez reçu Jonathan Hudson, il a un carnet, il dessine pas mal. Toi, tu dessines très rarement, on va dire. Tu dessines rarement. Comment s'effectuent alors justement ces changements de style, même s'ils ne sont pas énormes, mais qui quand même sont de film en film? Alors je dessine beaucoup en fait, mais pendant mon temps de travail. Et je pense que j'ai plus l'envie de dessiner à côté du travail. Comme je passe ma journée en général à dessiner, la plupart du temps, vu que je fais de l'animation 2D à 80% du temps, donc ou des décors, ou du storyboard, donc je dessine énormément en fait, mais plus en tout cas dans ce contexte de dessin juste pour le dessin. C'est toujours un dessin dédié à la fabrication d'un film, ce qui est très différent. C'est pas du dessin artistique, c'est pas du... Mais je suis jaloux effectivement des gens qui arrivent à avoir un carnet et continuer à dessiner, qui dessinent le soir, qui dessinent dans les transports, enfin les choses qu'on doit faire normalement quand on dessine et que moi j'arrive pas à faire. T'arrives pas, ou c'est juste quelque chose, comme tu dis, qui t'intéresse plus, ou que t'as beaucoup fait peut-être en étant au Gobelin, je sais pas, enfin les SAT et au Gobelin. Est-ce qu'à cette époque-là déjà tu dessinais peu ou Je le faisais parce qu'on me demandait de le faire. Mais sinon, non, j'allais jamais, sur mon temps libre, je suis jamais allé dessiner. Dans les transports, enfin... Non, j'arrive pas. Bon, alors, le métro, ça bouge, j'arrive pas à bien dessiner. Le train, je dors dans le train en général, ou j'écoute de la musique, ou je lis. Non, je sais pas. Je dessinais en cours, par contre. Voilà. C'est peut-être les moments où il faut pas dessiner, où je vais dessiner. Voilà. Le papier te manque pas? Parce que depuis quelques années, c'est plutôt maintenant tout ce qui est ordinateur, synthique, enfin, etc. Le papier me manque pour le dessin, mais plus pour le dessin fixe. Voilà. Pour l'animation, c'est vrai que maintenant, les logiciels... j'ai vraiment trouvé un bon compromis en fait, entre le plaisir du dessin et le résultat. Il n'y a pas de changement pour les gens qui, comme moi, par exemple, dessinent pas. On a l'impression que ça peut pas être le même trait, qu'il y a forcément des choses différentes. Alors, il y a une différence. On n'a pas le toucher du papier, mais de toute façon, non, moi, j'ai de moins en moins cette différence. J'aurais du mal à retourner sur papier vraiment, ou alors pour le clean, pour faire un rendu plus artistique et moins dessin animé peut-être. Là où je pense que ce serait sans doute mieux. Mais maintenant, quand on bosse sur un projet, on essaye de voir quel est le meilleur rapport rendu et temps passé, quoi. Donc si le numérique permet d'aller plus vite avec un rendu qui nous plaît, pas forcément pour imiter le traditionnel, mais disons un rendu qui nous plaît, moi
j'essayais pas d'imiter le traditionnel. J'essayais de faire une image qui me plaît avant tout. Donc après l'outil, peu importe, je vais prendre l'outil qui sera le plus pratique pour moi. Est-ce que tu penses que ça t'a donné une liberté aussi par rapport à la création, c'est-à-dire d'un seul coup de se dire je peux aller plus vite ou ce que tu disais, ce genre de choses? Oui, si j'avais fait mon dernier film en papier, au crayon, fusain, ou disons avec des outils traditionnels, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc je regrette absolument pas le choix du numérique, en tout cas pour ce projet-là. Pour les projets il y a un nouveau projet qui est en place, est-ce qu'il y a quand même à la base, parce que et celui-là et les autres projets, il y a quand même des croquis dans les carnets, il y a quand même, pas énormément, mais dans celui-ci pour Full Time Job, il y avait pas, ça partait pas d'un dessin sur du papier en tout cas. Si, c'était un dessin sur une feuille de papier ordinaire quoi, que je faisais en attendant, sans doute en travaillant sur mon précédent film, sur l'œuf patate. Et puis voilà, vous dites, tiens, il est marrant ce dessin, il n'est pas forcément beau, mais il raconte quelque chose. Enfin, moi, il me racontait quelque chose, je ne savais pas encore quoi. Mais oui, c'est parti d'un dessin. Oui. Et aujourd'hui, puisque maintenant le numérique a pris beaucoup de place, est-ce que tu dessines encore un petit peu quand tu dessines sur d'autres films? Est-ce que là, par exemple, pour le nouveau film que tu es en train de préparer, est-ce que c'est quelque chose qui était sur papier ou non, c'est de suite non, numérique? C'est vraiment encore en gestation. Donc le scénar est fait. D'habitude, je travaille plutôt l'univers graphique avant. Et là, c'est le scénar c'est le scénar que j'ai écrit en premier et ensuite j'ai fait des dessins. Et encore, ce sont vraiment des premiers dessins, ça me sert juste à donner une certaine direction. Ensuite, j'ai encore énormément de travail au niveau de l'aspect esthétique de ce peut-être futur film. Quoi. Est-ce que, on a beaucoup parlé sur Full Time Job, c'est un film sur la... Alors, on peut le voir sur plein de choses, on peut parler de pénibilité du travail, on peut parler du monde actuel, enfin, ça parle de tout ça, ça parle aussi de plein d'autres choses, on y reviendra. C'était important pour toi de parler d'un thème actuel, d'un thème politique, de faire un film. Chahut et L'œuf patate n'étaient pas vraiment des films politiques et sociaux. On peut trouver un peu dans Chahut à la rigueur, mais c'est vrai que c'était pas forcément ça. Et ça, c'était important pour ce nouveau film. Ouais, c'est venu. En fait, comment dire. C'est vraiment venu au moment où j'ai dû écrire le scénario. En fait, et je me suis dit non, c'est assez vain. Au départ, il n'y avait pas du tout cette histoire. Enfin, l'évocation du monde du travail et la pénibilité et cet aspect enchaîné au travail qu'ont beaucoup de personnes. C'était un film beaucoup plus anecdotique en fait, mais plus simple aussi, et qui était une variation de la chasse du comte Zaroff. Donc, comme beaucoup de films ont fait d'ailleurs aussi. Et puis, mais ça ne me contentait pas en fait. J'avais pas la chose en plus. Qui me permettait de me dire j'ai envie de faire ce film et de bosser pendant 8 ou 10 mois dessus quoi. Et puis à ce moment-là j'étais vraiment assez je me sentais assez concerné par tous ces problèmes et je me dis je pense que avant j'osais pas forcément parler l'animation, les films, j'étais plus dans l'ordre du poétique ou du film de genre, et je voulais pas trop y mêler de choses actuelles en tout cas. Je voulais rester un peu intemporel, un peu. C'est-à-dire que toi, tu trouves que dans ta vie quotidienne, tu t'es engagé avec ce que veut dire le mot engagement, du plus large, on va dire, au plus léger, on va dire, mais que dans ton art, dans ta création, en tout cas, tu pas t'interdisais, mais quasiment de. Oui, je mettais ça à part en fait. Je pense que j'avais pas tort puisque je suis heureux d'avoir fait mes 2 précédents films comme ça, et je reviendrai peut-être à quelque chose qui n'a aucun lien avec le monde actuel et la société, mais quelle était ta question? C'était juste, d'ailleurs je l'ai oublié parce qu'en fait j'étais déjà sur la question d'après, donc on va peut-être passer sur la question d'après, tant pis, puisqu'on fait ça en direct et voilà, c'était... ça reviendra au même si cette question-là, c'est le prochain est sans parler du prochain, mais il est personnel, il est plus sur toi, sur quelque chose de personnel. Est-ce que tu considères, parce que c'était un peu ça la question, c'était
voilà, tu passes à quelque chose, tu te permets plus de choses dans les films. Est-ce que ça, c'est une évolution que tu as sentie? C'est un déclic à un moment donné ou c'est tout simplement de dire, ben, comme tu dis, il y a eu beaucoup d'années, voilà, 15 ans, et que d'un seul coup, tu avais besoin de ce temps-là pour peut-être développer ça et te permettre de parler de choses de plus en plus personnelles ou qui te touchent, qui te touchent le plus proche. Ouais, ça revient un peu à ce que je t'expliquais au début. En 15 ans, j'ai fait 3 films. Donc, si je faisais plus de films, peut-être que cet aspect-là serait venu il y a 5 ans, un peu plus tôt. Maintenant, le fait que je travaille, pas lentement, mais je travaille énormément pour les autres, fait que j'avais pas pu le dire avant aussi, peut-être. Je pense que c'est aussi ça. De travailler sur les films des autres. Alors graphiquement, on le sait, ce film-là se rapproche un peu du film d'avant, où tu étais créateur graphique, donc du film par réalisateur qui était Rêve d'enfant. Mais travailler sur les films de Franck Dion qui ont s'est engagé, ou des gens, ou ce genre de choses, est-ce que ça te permet toi aussi de débloquer? On dit souvent qu'un auteur, il est entier complètement, et que finalement, c'est intéressant de voir que peut-être qu'on se construit à tout moment avec ou les auteurs, ou les films qu'on regarde, je sais pas, en tout cas, qu'on continue à se nourrir, quoi. Oui, on se nourrit. J'ai bossé sur beaucoup de films de Franck, notamment, et forcément, ça m'a influencé, comme sans doute mon travail l'avait influencé sur Edmond. Enfin, il l'avait dit lui-même. Et on travaille de Jérémy Clapin aussi. Sur Edmond, il l'avait débloqué. Enfin, c'est ce qu'il nous avait dit, en tout cas. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'il n'avait pas forcément besoin de nous, mais en tout cas, voilà, on se nourrit aussi les uns des autres. Et en même temps, on n'a pas du tout le même langage, malgré tout, cinématographique. Et un film comme Monsieur Coq, qui parle du monde du travail, est très différent de Full Time Job, qui parle aussi du monde du travail. Donc, oui, moi, je me nourris énormément des films sur lesquels je travaille. Le film de Jonathan Hodgson, le dernier qui a été fait au studio Rough House, là, qui a démarré sa carrière en septembre, quoi, il y a assez peu de temps, m'a énormément appris, en fait, sur la manière de travailler. Je pense que ça va m'influencer pour le prochain. Il n'y a que moi qui saura en quoi ça m'a influencé. Personne, enfin, je vais pas refaire ce que fait Jonathan du tout, mais forcément ça m'a appris des choses. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est drôle, on est prof dans une même école, on était il n'y a pas longtemps en jury, et souvent on se rend compte qu'on a du mal des fois, enfin on a du mal à accepter des fois où c'est références ou des choses comme ça, ou des fois on met beaucoup de choses dans un film et puis finalement on a l'impression que tout est dans le film alors que finalement on abandonne des choses. Est-ce que ça, c'est ton écriture, alors pas scénaristique, mais ton écriture d'un film a beaucoup changé depuis voilà, au tout début quand tu étais étudiant et aujourd'hui? Est-ce que tu considères que les influences te dérangent moins, par exemple, tu les prends mais tu vas mieux les digérer, tu vas aller plus loin, je sais pas, est-ce que... Il y a les influences conscientes. On se dit, voilà, là c'est vraiment pour ce film-là, je me réfère à un film ou pas d'ailleurs, ça peut être totalement autre chose, hein. Ça peut être une musique, ça peut être une peinture, disons quelque chose qui est là, qui va être une influence visible, une influence comme Foot and Jones, c'était la chasse du comte Zaroff au départ, puis voilà, c'est devenu totalement autre chose. Et ensuite, il y a toutes les influences dont on ne se rend pas compte nous-mêmes, en fait, et qui nous guident aussi inconsciemment. Donc là, j'en ai redécouvert récemment, en fait, des influences où on m'en cite aussi. Alors, des fois, effectivement, vous avez raison. Là, j'ai pu être influencé par ça, et je m'en étais pas rendu compte. Et des fois, les gens voient aussi d'autres influences et que je ne connais même pas moi-même. Donc là, soit je suis poli, je dis oui, vous avez raison. Soit tu googlises, enfin voilà, en tout cas tu regardes et j'attendais, je vérifie sur mon téléphone discrètement et ensuite je réponds en disant je connais bien sûr cet artiste, mais non, j'essaie d'être honnête en général et si je connais pas quoi. Mais si je te dis que tu, même si Chahut a déjà quelque chose de fort et Love Patate, si je te dis qu'avec Full Time Job, tu deviens encore plus un réalisateur qu'avant, est-ce que tu le prends mal en disant tu te fous de ma gueule, les deux autres étaient comme ça, ou est-ce que tu comprends peut-être ce que je veux dire et que je pourrais développer? Non, même j'espère en fait. Enfin, j'espère vraiment que mon travail de réalisateur s'affirme et s'améliore en vieillissant. Je préfère ça que l'inverse, qu'on me dise non, c'était mieux avant, quoi. Donc
Non, et même moi je le sens aussi. Ouais. Il y a assez peu de temps où enfin, ouais, je me disais pas réalisateur avant en fait. Même après Love Patate, j'ai fait que 2 films, c'est rien. 3 films, c'est vraiment pas grand chose. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont déjà fait 10 films. Voilà, alors on peut pas comparer, mais maintenant j'ose dire que je suis réalisateur. Si je dis ça, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est parce que je pense qu'en effet, il y a des plans, tu oses des choses que peut-être il y avait moins avant. Alors, quand on dit réalisateur, c'est qu'il y a un angle qui est peut-être un peu moins classique que peut l'être, et même si il y avait un très beau travail son, image, dans Chahut notamment, évidemment, il y avait un travail d'ambiance dans Love Patate, mais là, on a quelque chose où j'ai l'impression que tu tentes plus de choses à un niveau purement ou mouvement de caméra, ou au contraire une caméra qui est arrêtée, qui a plus d'envie à ce niveau-là. Oui, j'ai expérimenté plus de choses en fait que dans les autres films. Donc je l'ai moins préparé aussi. J'ai fabriqué le film beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc je pense à jouer aussi. Je voulais aller vraiment. Mais j'avais déjà tenté ça dans Love Patate en faisant quasiment pas de storyboard. Là c'est pareil, j'ai pas fait de storyboard, je fais directement une sorte d'animatique, donc une maquette du film avec beaucoup de pauses, énormément de pauses des personnages, mais très, très vite fait, mais qui m'ont servi vraiment à animer, et ça n'a plus bougé en fait, et je l'ai fait dans l'ordre chronologique, Ça a chose plus qu'on ne bougé. fait pas. C'est-à-dire Non, que très peu. l'animatique, tu as fait ton animatique d'abord, comme tu dis, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu devais attendre, en fait, tu t'attends. En fait, j'ai même pas fait d'animatique, j'ai vraiment fait le film presque. Disons, la première passe d'anime a été faite dans l'ordre, et après, je montais, une fois que je faisais le clean des plans, que je les mettais au propre, je montais tout de suite. Donc le timing était fait au fur et à mesure aussi. Donc j'ai pas eu de travail de montage. Bon, en animation, il y en a beaucoup moins qu'en prise de vue continue, mais là, j'en avais encore moins que d'habitude, quoi. Mais tu continues à travailler d'une manière traditionnelle, il y a des pauses clés, enfin, il y a des choses où non, c'était même. Parce qu'il y a certains réalisateurs d'anime qui improvisent et qui improvisent image par image, sans se soucier tellement. Toi, il y avait là. Ouais. C'est important cette manière de travailler, ou c'est tout simplement la manière dont tu travailles, de toute façon Pour ce genre de film, je trouve que c'est plus efficace parce que je suis pas dans un style de film d'animation où je joue beaucoup avec les déformations, avec disons ce qui fait qu'on trouve l'animation magique quand on découvre l'animation. J'utilise assez peu les spécificités de l'animation, les déformations, les transformations, les effets spéciaux. J'ai plutôt une façon de faire qui se rapproche plus de la prise de vue réelle. Au niveau des plans, je suis très classique dans mes cadrages. Voilà, je cherche pas l'innovation graphique dans mes films en fait. Par contre, j'essaye avec tout ce bagage classique que j'essaye d'avoir au fur et à mesure des années, j'essaye d'en faire ma propre vision, mon propre langage. Tu disais tout à l'heure, tu mélanges. Est-ce que c'est important de continuer à mélanger cette idée de fantastique? Est-ce que tu penses que le fantastique, justement, permet de mieux parler de la réalité? C'est un fait, enfin, c'est sûr, quoi. Je pense que beaucoup de films fantastiques parlent vraiment très bien de choses très concrètes, quoi. Donc maintenant, oui, j'ai du mal à lâcher totalement le côté fantastique, le côté un peu pas merveilleux, mais vraiment fantastique. Je sais pas, c'est une façon aussi de moi-même m'évader aussi du quotidien, je pense. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'envie de. Bon, tu as créé ce personnage, comme tu dis, de te dire non, il faut que ça soit des êtres humains. Le film est en ligne, donc j'espère que les gens écouteront, ou l'ont vu, ou le verront, puisqu'il est visible. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, il faut. Ce que je parle, c'est l'être humain, enfin en tout cas, ça pourrait être l'être humain, Non, puisque le premier dessin représentait ce personnage-là, et à partir de ce moment où j'avais dessiné ce personnage qui a quasiment pas changé en fait en plusieurs années, je me suis pas posé la question d'en faire un humain en fait, pas du tout. Donc non. Il y a des images fortes dans le film. Est-ce que c'était
pareil, quand tu construis le film au fur et à mesure, il y a un moment donné où tu dis non, cette image-là, de toute façon, cette action-là, ce moment-là, il est impératif, je suis obligé de le montrer à ce moment-là. Des fois, tu dis non, là, je ne vais pas trop non plus montrer ce genre de scène, etc. Encore une fois, ça allait aussi avec le côté un peu, entre guillemets, coup de poing du film, même s'il n'est pas direct, mais en tout cas, voilà. Je voulais pas, en tout cas, rentrer dans quelque chose de visuellement insupportable. Ça aurait été facile d'être encore plus... c'est pas un film trash, visuellement, il y a pas grand-chose qui est choquant. Mais j'aurais pu aller pousser le curseur beaucoup plus loin, en fait. Mais je me suis dit non, parce qu'on va retenir que le côté trash, et on va oublier le message. On dira, c'est un film trash. Et en général, j'ai de la chance sur ce film, c'est qu'en général, les gens perçoivent le film tel que je l'ai voulu. Ils ne comprennent pas forcément tout ce qui s'y passe, mais ils comprennent, disons, le message global est en général compris. Et en tout cas, on ne dit jamais ah non, là c'est trash. On peut me dire que c'est violent, que c'est un film violent, que c'est un film déprimant, que c'est un film qui met mal à l'aise. Mais on m'a jamais dit ah non, c'est un film trop trash ou provocateur. Enfin voilà. Je voulais absolument pas être dans la gratuité. C'est important ça d'avoir. Je pense que pour Shia Love Patate, tu as eu sûrement des commentaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de commentaires sur le visuel. Ah, c'est beau, ou c'est ceci, ou c'est cela. Enfin, surtout qu'on parle du film au niveau du sujet. Et quand on était de temps en temps ensemble, enfin dans les festivals ou quoi, j'ai plutôt vu les gens. Alors, si des gens qui n'osaient pas te demander directement sur le film pouvaient dire ah, c'est beau. Mais sinon, beaucoup de gens étaient sur le sujet en disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que ça, c'est gratifiant? Ça fait plaisir Oui, c'est vraiment la première fois qu'on parle quasiment exclusivement que du contenu et non pas de la forme. Donc c'est ce que je voulais en fait. Moi, je voulais vraiment parler du contenu. De toute façon, quand les gens n'ont pas trop de choses à dire sur un film ou n'aiment pas trop, ils vont dire que c'est beau. Ils vont dire c'est super beau, hein. Et puis ça s'arrête là. Et là, on l'a compris. Hein. Ouais. Donc... Et ça arrive, et ça arrive. C'est pour ça que je voulais pas non plus faire un film trop, entre guillemets, beau, même si... Enfin, dans le sens attirant et même s'il est plutôt réussi, tu as eu le Emmy Awards de... Ouais, bien sûr. De la meilleure... du meilleur design, etc. Et qu'il y a quand même... Là aussi, il y a les deux, c'est comme... Ouais, mais je pense que ça veut... Je pense que c'est... parce que la forme ne bouffe pas le fond, à mon avis. Enfin, en tout cas, je voulais absolument pas qu'on retienne que le visuel du film. Je voulais pas faire un film moche, pas du tout, hein, mais en tout cas, pas un film charmant, un film où tout de suite on se dit waouh, c'est beau, puis on oublie le reste et on regarde juste des belles images défiler. C'est pour ça aussi qu'on est peut-être à la fois, on est sûrement, parce que tu es tout le temps, tu es pour l'instant dans les premiers films et dans celui-là, dans le Nord, et qu'à la fois, si on ne connaît pas forcément le Nord, c'est peut-être moins évident, enfin c'est évidemment moins évident que dans Chahut, mais même que dans Love Patate, où on est beaucoup plus sur des plans larges, où on va voir la campagne, et ici on n'est pas tant que ça en plan large, enfin on a l'impression qu'on est assez resserré, sauf quand il part en vacances, mais qu'on est assez resserré sur lui finalement. Oui, il n'y a que l'intro du film, enfin disons dans sa maison où on peut reconnaître effectivement les paysages du Nord et la campagne, mais ça peut être un peu partout ce film, beaucoup plus que les deux autres qui étaient vraiment ancrés dans le nord de la France. Quand ils sont en vacances, c'est pas dans le Nord, je situais ça plutôt dans les Landes, c'est les plages, les pins et les choses comme ça, mais donc je commence à sortir de ma région, de mes terres. Maintenant, oui. Maintenant, c'était quoi la question encore? C'était, décidément, on va se perdre dans la question, c'est pas grave. Ceux qui écouteront, voilà, ça sera un petit peu décousu sur ça à un moment donné. J'ai dit, en fait, je pensais à ça, c'est que je pensais à l'acting. Est-ce que j'ai l'impression, tu viens des Gobelins, qui est une école où souvent, je trouve en tout cas, l'acting est un peu exagéré, en tout cas, surtout à une époque, mais toujours, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'acting plutôt léger, on va dire, à ce moment que moi j'aime beaucoup, il tombe voilà, dans sa voiture comme dans un rêve, enfin... cauchemar comme on veut, etc. Et j'ai pas l'impression que tu vas absolument rajouter. Il y a cette volonté aussi d'avoir des acteurs qui ont un acting simple, on va dire, et normal. Oui,
l'acting, c'est un truc hyper important. C'est ce qui va donner aussi une couleur au film. Moi, j'aime bien les choses assez sobres, donc j'évite d'en faire trop. Dans mes films, en tout cas. Je peux très bien apprécier pour un autre film, si le ton du film le demande, exagérer et jouer avec ça. Pour mes propres films, en général, j'aime bien Enfin, je suis plus pudique, en fait. Et j'ai envie non pas comment dire, de nier tous les principes d'animation que j'ai appris, qui sont des classiques, etc. Mais en tout cas, de pas trop en mettre et de pas... voilà, si le message passe avec une animation simple et qu'il n'y a pas besoin de plus, ben voilà, j'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin. C'est aussi parce que, comme tu disais, tu aimes bien beaucoup le cinéma de prise de vue continue et beaucoup de tes références sont finalement des références de films avec acteurs, on va dire, en chair et en os. On ne font pas forcément des tonnes, on va dire. Oui, après ça dépend. Ça dépend, parce que sur ce film-là, je cite souvent Don Bailo de Jarmusch. Et là, certains comédiens en font pas mal, quoi. Donc Benigni, c'est Benigni. Enfin bon, bref. Alors Tom Waits beaucoup plus calme, certainement. John Murray, il tente un peu entre les deux, on va dire. Ouais. Maintenant, c'est sur la prise de vue réelle, j'aurais sans doute moins de facilité à te citer des acteurs ou des choses comme ça. En tout cas, qui m'influencent directement, j'en ai pas vraiment conscience. Mais on va dire, c'est drôle parce que je vais juste te dire ce que tu dis. Je t'ai fait répondre au questionnaire. On le verra tout à l'heure. Voilà, comme ça, les gens le sauront s'ils ont écouté ça. Un long métrage, je te dis Under the Skin. Et j'ai l'impression que c'est un cinéma qui est un cinéma où justement, encore une fois, on n'en fait pas trop. Il y a une espèce d'énigme encore dans les visages des personnages qu'on peut presque retrouver finalement dans tes personnages de full-time job. Il y a un côté où on ne sait pas s'ils sont heureux, pas heureux de ce qui est en train de se passer dans leur vie. Ils vivent la chose et puis... c'est marrant parce que je pensais pas à mon film quand j'ai cité Under the Skin. Mais en fait, on retrouve des trucs de mon film. En fait, je m'en aperçois là maintenant, mais ça se passe en Écosse, dans des milieux très populaires. C'est presque documentaire parfois ce film. Il y a vraiment des plans. On dirait un documentaire social parfois. Et il y a cette incursion là, du fantastique aussi qui arrive et même plus que ça. C'est un film très très compliqué à expliquer comme ça, alors qu'il il me paraît simple au final, mais effectivement, les personnages sont très hiératiques, sont très, elle surtout, elle est presque, elle a presque pas d'âme en fait. Elle est très très machine, ce personnage joué par Scarlett Johansson. Et même les autres aussi peuvent être. C'est un film qui est très stylisé, très qui peut paraître naturaliste, mais en fait qui n'est pas du tout en fait pour moi. Justement, ce jeu aussi, alors où tu es plus naturaliste, il n'y a quasiment pas de musique, mais quasiment de son. On peut même presque dire qu'il n'y a quasiment pas de musique. Il y a vraiment un tout petit moment. 30 secondes de musique. C'était voulu dès le départ. Il y a eu une hésitation. Tu t'es dit ou non, il fallait que ça soit un peu aride entre guillemets pour parler justement du sujet dont tu parles. Je ne voulais pas appuyer sur des moments du film pour dire attention là c'est plus émouvant ou là c'est plus angoissant. Voilà, donc il y a un moment dans le film où il y a de la musique assez en retrait, mais qui est très qui rythme des passages, qui permet c'est une succession de plans qui sont vraiment rythmés sur la musique. Par contre là, elle sert à faire une ellipse en fait à un moment. Et en fait dans mes films, moi j'ai un rapport assez compliqué avec la musique. Dans Chahut, la musique, elle est dans le film, c'est que le personnage entend lui aussi la musique. C'est pas une musique illustrative du film. C'est vraiment la musique. Dans la narration, comme disent les professeurs de cinématographie, elle est intra-diégétique. Et dans Love Patate, là j'avais envie de musique, donc j'avais fait appel à un compositeur, Walter Brown, qui avait fait la musique du film, qui était beaucoup plus étrange,
enfin, assez typé quand même comme musique. Quelque chose que moi j'aurais jamais fait moi-même. Et là dans celui-là je voulais pas de musique. Enfin ça a changé en fait pendant toute la production. Mais la musique en général j'y pense pas en amont. Je vois si j'en ai besoin ou pas pendant que je fais le film. Là, plus ça avançait, moins j'en avais besoin. Et je me suis dit, juste à ce moment-là, le moment dont je parlais, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un peu de musique. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'en faisant le film, tu as eu peur, tu t'es demandé, tu t'es dit tiens, on va me dire que je suis ceci, que je suis cela, te dire c'est un film qui parle des autres, qui met dans une situation qu'on allait te mettre dans une case en disant t'es vegan, de gauche, j'en sais rien, enfin voilà, etc. Qui est à mon avis plus complexe quand on regarde le film, mais est-ce qu'à un moment donné on se dit tiens, ou alors non, tu te poses pas du tout la question, tu fais le film comme tu as envie de le faire et puis tu vois ce qui va se passer par la suite. Je ne me suis pas posé la question du tout. Non, vraiment. À aucun moment donné, il y a eu pas, ou d'inquiétude, ou de se dire, ou non, pas du tout. Non, la seule inquiétude, c'est est-ce que je fais un film qui marche, enfin, qui va fonctionner, qui va trouver un public, qui va pas être trop nul, quoi. Voilà, moi, c'est les seules questions que je me pose. On voit quelqu'un donc qui est enferré dans une vie quotidienne, voilà, il essaye de s'en sortir comme beaucoup de gens aujourd'hui. Dans ton film, il y a un Kanjitan qu'on voit à un moment donné, qui est pas principal, mais qui est là quand même dans un coin de l'image quand même important. Mais ça c'est quelque chose que j'ai vachement réduit aussi au final. Ouais. Donc c'est plus évoqué que vraiment. Mais dans un premier montage, j'avais fait animer les plans d'ailleurs que j'ai supprimé. Ce qu'on fait rarement en anime. Ouais, il y en a eu 2-3 sur ce film quand même. C'est pas grand chose, hein, mais. Et puis je me suis dit, non, c'est trop, ça enfonce trop de. Enfin, disons que ça met l'accent un peu trop fort, et je mélange un peu trop les sujets. Donc juste les évoquer, cette présence, elle est là, c'était suffisant pour moi. Mais pas de rajouter encore une narration supplémentaire qui aurait alourdi, selon moi, le film. Ouais, il faut rester un peu évasif. Ce qu'est le film, puisque beaucoup de gens des fois te posent en disant les questions, est-ce que j'ai vraiment compris ou pas ce que j'ai pas voulu être évasif, j'ai voulu un peu noyer le spectateur justement. Donc c'est un peu différent. Bonjour. Ça va bien? Ça va, Meilleur vœu. Vous voulez ça? Ouais, vous voulez que je vous règle tout de suite? Si vous voulez. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Bon, je vais payer. Eh ben allons-y, monsieur le plombier. Et c'est parti. Donc voilà, le plombier est payé. Non, il n'est pas payé. C'est ça, puisqu'on est là, on va. C'est compliqué ou au contraire c'est passionnant d'avoir deux structures? T'étais déjà venu pour parler de. Enfin, c'était pas toi qui étais venu, c'était Claire, Gabriel qui était venu parler de Train-Train notamment. Tu travailles aussi, t'as créé Papy 3D. Ouais, c'est quelque chose qui est un bon nom, c'est quelque chose qui perturbe, ou au contraire d'avoir aussi cette vie de société comme ça, c'est important? Non, moi ça perturbe surtout les gens qui travaillent ici, qui comprennent pas trop, des fois si je suis Train-Train ou Papy 3D, ou qui confondent les deux. Moi c'est quelque chose que j'ai voulu très, très, très vite en fait, en sortant du DMA, donc en 2000. Avec Gabriel et puis un autre camarade mais qui n'est plus là. Enfin, il est vivant, hein, je vous rassure, mais on avait voulu même créer un studio directement après. Mais déjà l'envie, parce que ma question c'était vraiment que c'est aussi côté administratif, quoi. C'est d'un seul coup de s'occuper, de se dire il faut faire attention à la plomberie, il faut faire attention à ça. Ça peut être aussi les contrats, faut envoyer ceci ou ça, ou des choses comme ça. C'est faire un peu de faire pas mal de prod des fois sur les suivi de projet, des choses comme ça. Oui, pas tant que ça, puis on se partage les tâches, et puis après c'est fait, voilà, on a notre façon assez rock'n'roll de fonctionner, quoi, donc... Mais non, ça va, ça, c'est pas le pire. C'est cette envie de liberté? Comme tu parlais de la création, tu avais envie dès la sortie de l'ESSAD de créer en fait ton propre studio, c'est une envie de se dire, parce que tu avais fait des stages dans des gros studios qui t'avaient pas forcément plu, et tu t'es dit, non, moi je tomberai jamais là-dedans, enfin en tout cas je vais essayer. Le fait... J'ai détesté, surtout un stage qui vraiment m'a pas plu, sur une grosse série, et je me suis dit jamais je voudrais faire ça. À ce moment-là, on se dit mince, pourtant après l'école,
on pense pas à faire des films, on pense que c'est pas accessible en fait de faire des films. Et puis donc ça a été la première étape, c'est déjà ne pas bosser pour des séries très très enfin, voilà, où la créativité elle est vraiment mise des adaptations de bande dessinée mal faites, enfin bref, je vais pas citer les noms, il y en a tellement. Oui. Mais bon, là c'était un animal avec une longue queue jaune. Un point noir, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'était vraiment l'horreur ce stage. Mais j'ai rencontré des gens très bien, cela dit, aussi dans ce stage-là. Mais moi j'aurais été très malheureux en fait là-dedans, quoi. J'aurais changé de métier carrément. Ouais, ça a été. Et puis bon, faire du court métrage, on n'y pense pas vraiment non plus parce que à l'époque c'était pas vraiment viable. Tu penses que ça s'est presque trop professionnalisé ? Ton avis par rapport à ça ? C'est une chance et en même temps une malchance pour moi. C'est-à-dire que je trouve que les films coûtent trop cher maintenant. Et que les gens, certaines personnes en tout cas, s'ils n'ont pas une somme assez faramineuse, ils ne feront pas le film. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Les gens faisaient des films avec quasiment rien. C'est comme ça m'est passé, là. Même sur leur temps libre, voilà. Donc j'ai pas envie de revenir à ça. Moi je suis content que ce soit un métier et qu'on puisse aussi en vivre. Mais c'est vrai que je trouve que les films coûtent trop cher maintenant. Le cinéma peut changer le monde ou non, c'est une belle phrase, mais finalement, ou quand même, tu y crois un tout petit peu? J'en sais rien. Je sais pas s'il peut changer le monde, mais moi j'aurais du mal à vivre sans. Je te dis ça, c'est parce que tu fais un film là d'un seul coup qui se veut engager, tu vas faire un film plus personnel après, normalement, on espère que ça va être fait, et c'est juste savoir si en effet à un moment donné il y a à se dire, est-ce que t'as envie de dire ton avis à un moment donné, de te dire voilà, le monde est comme ça et je veux en parler, ou quand même dire d'un seul coup qu'il puisse changer, je sais pas, t'as des enfants, t'as des, voilà, d'un seul coup se dire changer, ça va rien changer, mon film n'a rien changé du tout, c'est un court-métrage d'animation, je te rappelle. Donc, c'est sûr, mais vu quand même. Aucune télé n'a voulu. Voilà, donc c'est très, très confidentiel aussi, ce genre de choses. Non, je pense pas que ça change. En tout cas, ça n'a pas un impact direct. À la fois confidentiel et tu as été en sélection Annecy à Clermont-Ferrand pour dire ces deux choses-là. Tu viens de le mettre sur Vimeo où il y avait quand même, je sais plus, le dernier, 50 000 vues. Enfin, à peu près, on va dire. Mais donc, ça veut dire que il y a quand même beaucoup de gens finalement, t'as été plus vu avec Full Time Job que certains longs métrages qui sortent en salle et qui peuvent être vus uniquement par 15 000, et encore 15 000 c'est des fois beaucoup. Ouais, peut-être, certainement. Après, voilà, les gens ont vu un film, et on est dans le cadre quand même, c'est un art, c'est du divertissement, enfin, je remets pas en cause, il faut que ça existe, des films, des œuvres engagées, c'est hyper important. Maintenant, je sais pas si c'est un impact, mais peut-être que s'il n'y en avait plus aucune, là on verrait la différence. Peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est un impact, mais non, je pense réellement que ça a très peu d'incidence. Vraiment. Je t'ai demandé donc le questionnaire, comme tout le monde. On va commencer sur ce questionnaire, on va peut-être rebondir dessus. Un morceau de musique, alors ceux qui te connaissent déjà ne seront pas surpris. Il y a la liste devant. Tu as choisi un morceau de Dominique A, L'Horizon. Et tu dis qu'il me fait voyager à chaque écoute. Je voyage donc très souvent. Les fameux voyages immobiles. Dominica, c'est quelqu'un qui te suit depuis super longtemps en fait. Tu suis depuis de super longtemps aussi. Ouais, il me suit. C'est très pénible d'ailleurs. Non, c'est vraiment un artiste. C'est vraiment l'artiste qui m'a fait redécouvrir finalement la chanson française en fait. Enfin, qui m'a fait aimer la chanson française hors variété, que j'écoutais petit parce que ça passait à la radio, que mes parents écoutaient, voilà. Donc mais que j'avais pas choisi en tout cas, que je peux écouter encore avec une certaine nostalgie et même et par goût même, pourquoi pas. Mais voilà, là c'est vrai, je pense que c'est vraiment le premier artiste français où je me suis dit je peux écouter quand même du français. De ma génération quasiment, et pas les grands classiques, pas seulement les Brel, les Ferré, des gens qui viennent. Et donc donc je suis énormément ce qu'il fait. Chahut, j'avais
j'avais pas écrit de scénario, j'avais fait un storyboard. Donc j'avais fait ce storyboard en écoutant 2 musiques, dont une chanson de Dominica, sur l'album Aoguri. Donc, et je l'écoutais en boucle et je dessinais en même temps, et ça m'aidait à structurer mon storyboard. Mais tu m'as dit, il faudra que je mette cette musique dans le film. Et puis finalement non, ça aurait été con. Mais L'Horizon, c'est la chanson qu'adapte Sébastien Odenbach pour Vasco, c'est celle-là ou pas oui, je crois que c'est ça, ouais. Et Sébastien Odenbach a travaillé ensuite pour Dominica, pour les clips. C'est quelque chose que tu aimerais, ou des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup comme ça et puis pas forcément mélanger les univers? Tu t'es jamais posé la question? Tu t'es jamais dit, tiens... Si, c'est forcément un des artistes pour lesquels j'aurais bien aimé faire un clip un jour, effectivement. Mais bon, l'important c'est que tu puisses l'écouter, quoi. Après le reste... Un album, je te laisse le dire. Oui, c'est quoi? Ah oui, En amont. C'est l'album de Bachoum qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est constitué de morceaux juste maquettés à l'époque de son dernier album de son vivant, donc de Bleu Pétrole, je crois. Ouais. Et bon, je m'attendais pas forcément à grand chose, quelque chose d'assez anecdotique. Et je trouve que ce disque-là a une vraie unité, en fait. Et un vrai, une vraie cohérence artistique. Les chansons sont aussi bien, je pense, que celles de Bleu Pétrole. Bref, c'est pas un disque on a fouillé dans les poubelles et puis on essaye de se faire du fric. Enfin, j'en ai pas l'impression, sinon il serait sorti avant, puisque ça va faire quasiment 10 ans qu'il est mort. Donc non, et je l'écoute vraiment beaucoup en ce moment. Ouais, tu dis au moins une fois par jour en ce moment. Voilà, quand je l'écrivais, depuis 2-3 jours, ça s'est un peu calmé. Mais j'ai besoin d'écouter énormément les albums, vraiment de les décortiquer à fond. Donc je peux écouter tous les jours pendant un mois le même disque, et d'autres, mais au moins une fois par jour, au moins un album que j'ai envie vraiment de connaître. Tu es tout le temps en musique, comme tu le disais. Moi, je suis souvent ici à Train et tu travailles en musique. Il faut toujours qu'il y ait la musique. Même plus, là, tout à l'heure, c'était étonnant, tu écoutais plus des infos, des choses comme ça, d'ailleurs, sur ce qui se passe en ce moment. Rarement, mais rarement quand même. Hein. J'écoute rarement. J'arrive pas à travailler quand quelqu'un me parle, en fait. Si parler, ça va, je peux parler en travaillant, mais je ne peux pas écouter la radio. La musique, oui. Une émission, un podcast, impossible. Je m'arrête de travailler, j'écoute, ou alors si je travaille, je n'ai pas entendu ce qu'ils disent, voilà. Donc j'ai pas cette chance de pouvoir regarder un film en travaillant, écouter une émission de radio en travaillant. Non, j'y arrive pas. Richard Williams disait dans une interview récemment, disait que pour lui il ne fallait même pas écouter de la musique en travaillant, donc c'est une autre génération. Toi tu écoutes de la musique, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a plein qui ont 4 écrans ouverts, plus leur téléphone, plus la musique, plus des choses comme ça, et ils animent quand même. Donc ça te paraît un peu fou mais en même temps, moi je trouve que ça fait vieux con ce qu'il dit Richard Williams, donc forcément moi je fais vieux con de dire aux jeunes de ne pas regarder un film, donc voilà, toujours le vieux con de quelqu'un. Non, moi j'ai besoin de la musique pour travailler, pour me mettre dans un certain état, en fait. Voilà. Est-ce que c'est important, parce que c'est drôle, parce qu'un long métrage, quand tu parles de certains états, tu n'as pas envie de choisir un film, parce que tu as dit aussi un peu comment choisir pour l'album, donc évidemment c'est compliqué. Tu es un fan, tu regardes beaucoup, tu écoutes beaucoup de musique, tu regardes beaucoup de films, même de séries, enfin vraiment, une boulimie par rapport à ça. Donc tu as choisi, on l'a dit, Under the Skin, réalisé par Jonathan Glazer en 2013. Tu dis, c'est le film qui m'a le plus marqué en salle récemment, il m'a vraiment laissé une empreinte forte. Je n'ai pas envie de le revoir pour autant. Une sorte de film rêve indissociable de la musique de Mika Levy. Et film rêve, on a vraiment l'impression qu'il y a, que tu as besoin d'être dans un état. Mika, ça t'amène dans des voyages, etc. Que c'est... Oui, pour moi, l'art, c'est ça aussi. Hein. La musique, le cinéma, les livres, tout ça, c'est des voyages. Hein. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, mais pour certains, non, parce que tu dis à chaque fois, je trouve qu'il y a un côté de se mettre dans un état. On a l'impression qu'il y a quand même plus que
Je sais pas, c'est pas s'extraire du monde, mais un petit peu quand même, quoi. C'est totalement ça. J'écoute énormément la radio. J'essaye de m'enseigner beaucoup sur ce qui se passe dans le monde, en France et ailleurs, quoi. Donc cette partie-là qui est artistique, j'ai envie qu'elle m'emmène ailleurs, quoi, et qu'elle m'éloigne de toutes les choses, pas forcément déprimantes, hein, mais les choses du concret et de... En même temps, je dis ça, j'ai fait un film. Et pourtant, on reste, oui. Et puis Under the Skin est aussi, comme tu l'as dit, un film qui est vraiment ancré dans une certaine réalité. Oui, mais c'est pas le merveilleux qui m'intéresse, c'est vraiment le... J'aime bien, il faut qu'il y ait un pont, mais que la réalité soit déformée, en fait. Donc toujours partir de la réalité. Oui, là, c'est important, sinon pour moi, il n'y a pas de base assez forte. Je pense que pour construire même quelque chose de très, très fantaisiste, il faut une part de réel qui peut être cachée, qui peut être... non explicite, mais qui doit être là pour que ça marche. C'est pour ça que la métamorphose dans Full Time Job, on verra, enfin, à un moment donné, elle fait que passer, il y a quelque chose, elle n'est pas forcément expliquée, et puis on ne sait pas si c'est dans le regard finalement des gens, on ne sait pas trop si c'est vrai, enfin, ça reste un peu mystérieux, c'est voulu. Ouais. Ah oui, c'est voulu, moi j'ai mon interprétation. En général, je m'arrange quand je fais ce genre de choses pour que peu importe le point de vue que le spectateur va adopter, ça ne va pas changer mon message, en fait. Ça ne va pas dire son contraire, au moins. Ouais. La fin, c'est pareil, la fin du film, ce passage-là, peut-être un ou deux autres aussi passages, qui sont un peu la voiture... Et puis il pourrait y avoir plein de fins en plus. C'est pas un tiroir, mais quasiment. Enfin, on pourrait dire, tiens, là, ah ben non, tiens, ça reprend. Ouais, le film pourrait se finir à deux ou trois endroits peut-être différents, effectivement. Je t'ai demandé un court-métrage, je veux bien que tu te dises, parce que c'est à la fois pas une surprise, parce que c'est un grand film, mais à la fois qui n'est pas complètement non plus forcément dans ton univers. Oui, c'est Le Conte des Contes de Yuri Norstein. Non, c'est le film que je cite à chaque fois. Ça, par contre, ça change pas. Autant le long métrage, tu me reposes la question cet après-midi, je vais te poser un autre. Mais en court métrage, tout confondu, mais même film, hein, je pourrais dire. Je pense que c'est mon film préféré en fait. Court en fait. Ouais, comme tu dis, c'est quoi? C'est pareil, c'est aussi... Alors, c'est pas du tout la même chose, et pourtant, on est dans un cinéma qui n'est pas explicatif, ou comme tu dis très bien dans ta petite... Voilà, un film à tiroir, un assemblage qui paraît dénué de sens, mais qui est d'une poésie absolue, et qui m'émeut énormément. Cela ne s'explique surtout pas. En fait, finalement, on a l'impression que c'est pas étonnant, avec ce que tu dis, que tu fasses le cinéma que tu fais, quoi. Et pourtant, encore une fois, on est dans deux styles différents, bien différents. Ouais, en plus, ce film, c'est presque un accident. Enfin, toi, tu pourrais mieux en parler que moi, mais il me semble que il a été fait finalement debout de plusieurs films, si je me souviens bien. Mais après, peu importe, je m'en fiche totalement comment il a été fait. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat et ce que ça fait sur moi, en fait. Donc, et sur moi, il a vraiment un effet à chaque fois hyper fort, en fait, d'émotions très intenses. Tu regardes de temps à autre comme ça, ce genre de film, un peu comme les musiques que tu écoutes régulièrement en fait, je le voyais au moins une ou deux fois par an pendant 10 ans, là, puisque c'est un film que je montrais quand je donnais des cours à Supinfocom. On m'avait demandé aussi de montrer des films. Donc je montrais des films pendant mes cours, et ça, c'était un des films que je montrais forcément chaque année. Et je l'ai regardé à nouveau quand tu m'as demandé de faire le questionnaire. Je cherchais le lien, puis j'ai regardé le film. J'ai pas encore vu cette année. L'année dernière, en 2018, je l'avais pas encore vu. Donc comme ça, en 2019 maintenant, c'est tant pis. J'ai loupé 2018. Je le verrai 2 fois. Ça arrive, il faut que tu vois là. Une peintre ou autre beaux-arts, tu as cité une sculpture de Bourdelle. En disant, je conseille fortement la visite du musée Bourdelle, d'ailleurs, le lieu est incroyable. Oui, c'est un musée qui est dans le 14e, je crois. Et donc c'est son ancien atelier, son ancienne maison qui a été donc aménagée en musée, et c'est un sculpteur que je trouve incroyable en fait, contemporain de Rodin, mais que je trouve en fait moi beaucoup plus intéressant. Et le lieu est aussi quand je peux, j'y vais aussi. C'est que j'y suis allé pas mal de fois dans ce musée, et j'espère pouvoir un jour m'inspirer de ce qu'il fait pour un film. Je sais pas encore comment, je sais pas encore de quelle manière, mais je sais pas, c'est pareil, hein, j'ai pas envie trop d'analyser pourquoi, mais son travail me parle énormément en fait.
Alors que c'est pas absolument pas ce que je fais moi non plus, mais. Mais en tout cas, ouais. Mais On aurait pu croire un photographe, on aurait pu croire que tu allais prendre quelque chose justement, peut-être de plus réaliste, ou en tout cas. Ouais, finalement, non. Bah, après, c'est classique, hein, c'est Bourdel, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que son travail me parle beaucoup. Je te laisse dire là, après, parce que ça paraissait une évidence, et des fois c'est une ville, un village ou un pays. Évidemment, je pense que tout le monde, te connaissant un tout petit peu, pense que tu vas dire l'île ou le Nord, et pourtant tu as dit. Eh bien non, j'ai dit la Bretagne au sens large, quoi. Donc, non, c'est vraiment un endroit, enfin, une région où je me sens vraiment bien, en fait, quand j'essaie d'y aller au moins 1 ou 2 fois par an. D'une manière ou d'une autre, et c'est un endroit où je me repose vraiment, où j'ai l'impression, puis j'ai l'impression, comme je dis dans le questionnaire, d'être chez moi en fait. Je me sens pas étranger quand je suis en Bretagne. Alors, j'ai peut-être des vieilles racines bretonnes, j'en sais rien. Après, il y a beaucoup de gens qui adorent la Bretagne. C'est un vrai coup de cœur, moi aussi, hein, on est fort. Mais c'est vrai que c'est une région qui, dans ses paysages, dans l'atmosphère qui y règne, puis j'ai pas peur de la pluie non plus. Hein. Donc vaut mieux, ouais. Même si on y était ensemble, il pleut finalement pas autant que ça en Bretagne. Hein. Bon, non, mais c'est comme à Lille. C'est un peu, voilà. C'est du soleil. Ouais, c'est vrai, un beau soleil aujourd'hui. Il y a des belles lumières aussi en Bretagne, c'est quelque chose qui te. Tu fais pas forcément de peinture, tu fais pas forcément, mais c'est quelque chose qui te touche aussi. C'est quand il y a une belle lumière. Oui, la lumière, c'est des choses que j'essaie de mettre dans mes films, les lumières. C'est vraiment ce que je travaille en premier quand j'essaie de construire mes plans. Donc oui, la lumière, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc peut-être comme tu le dis, une partie de ton film, ton prochain film, s'il se fait évidemment, se passerait à Ouessant, superbe île. Là aussi coup de cœur pour l'île Ouessant. Oui, il y avait longtemps que je voulais y aller, j'ai pu y aller cet été, j'ai fait des photos, je vais y retourner sans doute pour essayer de monter le film, pour refaire d'autres photos et des dessins. Là, je prendrai un carnet pour dessiner par contre. Enfin, c'est encore le boulot. C'est pour le film. Oui, c'est pour le film, donc ça compte pas. Mais voilà, mon prochain film se passe aussi dans le Nord, effectivement, mais il y a tout un passage qui va se passer, ou en tout cas je prends comme décor l'île Ouessant. La prochaine, alors, c'est vraiment peut-être le summum du questionnaire. Une chorégraphe ou un chorégraphe, une danse. Et je vais dire quand même toute la phrase que tu as mis. C'est un art que je connais très peu pour citer quelques-uns. Quelqu'un semble me sentir malhonnête, hormis les pointures médiatiques. Je dirais donc... La danse des canards. Qui est la première danse que j'ai identifiée comme une danse, en fait, quand j'étais petit. J'ai dû danser sans doute à un spectacle de fin d'année à l'école. Il n'y a pas de vidéo? Il y a des photos. Ça serait pas mal. J'ai des photos. Blague à part, j'ai vu très peu de spectacles de danse. Je déteste la danse classique. Je préfère largement la danse contemporaine ou la danse urbaine, voilà, mais je n'ai aucune connaissance. Donc voilà, je peux te citer des chorégraphes, je peux te citer Pina Bausch ou Pietra Gala, voilà. En gros, voilà, ça s'arrête là. Ou la chorégraphe dont tu me parles très souvent. Interza Tiersmaker. Voilà. Mais non, je ne connais pas. Donc, malgré un bel écrin pour la danse, qui est l'Opéra de Lille. Bah oui, c'est vrai. Qui montre beaucoup de belles choses. C'est vrai, mais j'ai pas ce réflexe d'aller voir de la danse. Pas encore vu la danse. Il faut qu'on m'initie, en fait. La danse des canards. Bon. On va s'y atteler alors. Alors, c'est un livre de fiction. Je te laisse aussi. Le Horla de Maupassant, qui comme je dis, là, m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'était le fantastique, en fait. Pour moi, le fantastique, avant, c'était vraiment ce qui s'apparente plus au merveilleux, au conte de fées, voilà. Et le fantastique, c'est pas ça. En tout cas, le fantastique littéraire, c'est pas ça. Et le Horla m'a vraiment marqué. Dans sa narration, dans l'histoire aussi. Voilà, je ne l'ai pas lu depuis très très longtemps, il faudrait que je le relise aussi. Mais dans le même ordre d'idée, il y a la Vénus d'Île aussi qui peut se rapprocher aussi un peu du Horla. Enfin,
Donc voilà, En tout cas, donc le fantastique. J'ai mis un lien PDF, comme ça si vous voulez le lire. Complet, Vous parfait. pouvez le lire, je vous conseille. Un livre non-fiction, tu as mis un livre de cuisine avec des belles photos, car il était midi quand tu réponds au questionnaire. Ça, c'est une petite pirouette, mais on se connaît, on l'a déjà dit. Tu cuisines depuis quelques années et tu cuisines pas mal, beaucoup en tout cas. T'aimes bien ça, inventer des recettes, etc. C'est quelque chose qui te plaît vraiment, c'est quelque chose. Enfin, ça te plaît évidemment, mais c'est quelque chose, je sais pas, qui est une extension d'un plaisir créatif justement que tu peux avoir. Tu trouves d'autres plaisirs en cuisinant. Ah ouais, enfin c'est très intéressant, mais en tout cas je me suis mis à la cuisine il y a pas si longtemps que ça, quoi. Même pas 10 ans vraiment. Avant je cuisinais mais pour me nourrir, quoi. Et puis non, c'est quelque chose qui me repose énormément en fait de cuisiner. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils écrivent, des scénaristes ou quoi, qui disent tiens, j'ai envie de faire un film, puis je vais écrire, je pars un ragoût, ça va prendre du temps, et finalement pendant ce temps-là je réfléchis aussi pendant que je travaille, ou non, toi t'es à fond dans la recette? Ça dépend, quand il faut éplucher je peux réfléchir, après quand il faut faire d'autres choses il faut être concentré, non, et c'est surtout que on peut tester des choses en fait facilement, c'est raté, c'est pas grave, on recommence après, mais on peut inventer des choses. Je suis rarement une recette de A jusqu'à Z. À un moment je dis non, ça me saoule, je fais autrement, ou je vais mettre autre chose. Donc non, c'est vraiment c'est le côté aussi créatif et de dire voilà, j'aime bien des fois ouvrir le frigo, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a, ce qu'il y a dedans, voilà. De toute façon vous retrouverez mon interview dans Marie-Claire. C'est pour les prochaines. On n'en est pas loin parce qu'après il y a une nourriture boisson. Évidemment, tu as choisi une boisson. Moi, c'est grâce à toi et en venant ici que je sais à quel point maintenant la bière est bonne et non pas comme tout Parisien un peu bête de penser qu'avec la Cronenbourg ou l'horrible Canterbury. Enfin voilà, c'est ces choses-là. Et donc tu as dit les bières belges et du Nord forcément. Tu as même fait un lien sur une brasserie parapluie parce qu'en fait, une brasserie, il y a de plus en plus de micro-brasseries maintenant qui se mettent en place et ça t'aime bien justement. Pas les grosses sociétés qui font des bières, même si on peut en boire, mais d'un seul coup des gens chez eux, ou en tout cas qui vont se lancer dans des petites fabrications comme ça. Oui, je trouve ça c'est hyper convivial en fait. Et là, la brasserie Parapluie, donc c'est un ami et son frère qui ont créé ça, donc et c'est super chouette. Je suis allé les voir, ils m'ont expliqué, on a fait toute la visite de leur laboratoire, on a goûté plusieurs de leurs bières. Enfin, ils m'ont proposé d'en faire une. Ça, c'est le rêve. Avec eux et de faire l'étiquette. Ouais. Voilà, donc, c'est l'espèce d'apogée comme ça, dans après, d'avoir sa propre bière. Je pourrais arrêter en fait. Après, j'arrête tout. Dès que j'aurai fait une étiquette et une bière. On voit full-time job et après on boit. Voilà. C'est ça, c'est. Non, je sais pas, c'est une boisson, c'est la boisson du Nord par excellence, mais de la bière, il y en a partout. C'est une boisson ancestrale. Je sais pas du vin ou de la bière quelle était la première des deux boissons, mais c'est une boisson qu'on retrouve partout dans le monde en fait, sur tous les continents, mais les endroits sur des différentes formes, mais qui existent depuis très longtemps dans beaucoup d'endroits, quoi. Il y a des endroits quand même où c'est particulier. Il est évident qu'ici, je vais pas dire que c'est une religion, parce que le mot, évidemment, ces mots sont toujours trop forts, mais il y a une foi quelque part, une croyance en la bière. Tu disais que ton père en buvait quand il était enfant. Enfin voilà, on en donnait, alors c'était très légère, voilà, à la cantine. Ouais, à la cantine, il servait de la bière. Alors, je sais pas si c'est partout en France, dans le Nord. Je pense pas. À Lille, ils servaient de la bière à la cantine. Une bière très très légère, mais ils avaient de la bière, les enfants. Ceci expliquant beaucoup de choses, sans doute. Mais bon. Le tatouage que tu aimerais avoir, on reste, j'espère d'ailleurs que non seulement que tu aimerais avoir, mais que tu vas le faire. Vas-y, donc ça serait sur les phalanges. Ouais, sur les phalanges à la manière de Love et Hate dans La Nuit du Chasseur, justement, et donc ce serait moule frites. Voilà. Ok. C'est pour bientôt ? Je sais pas. Je sais pas. Ça fait des années que je t'entends parler de ce tatouage. Mais voilà, je sais pas. On verra, peut-être. Là, si j'en fais un jour, ce sera celui-là. Vivement, on mettra une photo dès que tu l'auras fait. Alors là, on est complètement d'accord sur ça. On est d'accord sur plein d'autres choses avant, mais là, un vêtement, et pareil, je te laisse le dire,
Oui, le vêtement, la jupe. La jupe pour homme. Parce que j'adorais pouvoir mettre une jupe et me balader en jupe sans qu'on se retourne sur moi. Je trouve que c'est un vêtement, c'est un beau vêtement. Et en regardant, en répondant à la question, je suis allé voir sur internet et puis j'ai passé 20 minutes à regarder les modèles pour hommes qui existent. Et non, ça peut être vraiment très beau, une jupe. Et puis est-ce que ça serait pas bien aussi, moi je sais que c'est comme toi, c'est longtemps que je dis il faut absolument que les hommes mettent des jupes, d'abord par le plaisir d'en mettre, puis parce que je trouve que ça serait intéressant, justement, où il y a toutes ces réflexions aujourd'hui sur le genre, etc., de débloquer certaines choses. Alors, je pense que ça peut, je sais pas ce que tu en penses, mais débloquer aussi, dans ce coup, de se dire que oui, on peut... les vêtements sont unisexes, après tout, il y a bien sûr. raison, là, c'est un peu une sorte de chemin inverse, disons, que la femme a dû faire, en fait. Ouais. Il y a plusieurs années avec le pantalon, quoi. Mais c'est un beau vêtement, voilà. Mais comme une robe, hein. J'ai mis la jupe parce que c'est très emblématique, mais la robe, disons, voilà, j'aimerais bien pouvoir m'habiller comme le font les femmes, quoi. Je trouve ça plus facile d'être une femme pour s'habiller, en fait. Donc j'aimerais bien que ce soit qu'on puisse s'habiller. Que les deux, qu'il y a deux il y en a qui font, voilà, moi j'admire les gens qui arrivent qui sont des hommes et qui vont mettre des vêtements plus féminins et inversement, quoi. Voilà. Je vais lire le petit texte que tu as dit, un fait historique politique. Tu dis, je dirais l'abolition de la peine de mort en 81, car j'avais 4 ou 5 ans à l'époque, mais seulement quelques mois quand tu as eu la dernière exécution en 1977. Ce n'est donc pas si vieux, et cela remet en perspective nos avancées humanistes de ces dernières décennies, de plus en plus secouées par un obscurantisme malheureusement de retour. Voilà. C'est quelque chose, tu dis tout dans le texte, ça te fait peur ce qui se passe aujourd'hui, la montée des extrêmes un peu partout dans le monde. Enfin, si tu me dis non, ça me surprendra. Non, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça chouette. Non, mais je trouve qu'on remet en cause beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui paraissaient acquises et qu'on ne pouvait pas changer, et qui là, je suis pas si sûr que ces avancées, que ces progrès puissent perdurer si on continue dans ce climat qui est assez délétère et haineux. On est obligé de se dépêcher un tout petit peu parce que le temps passe vite. Je vais te laisser dire parce que justement, ça revient à ce qu'on disait. Un objet, t'as mis je sais plus, un carnet. Un carnet à dessin. Et tu te dis, là, ce qu'on disait, tu dessines presque pas, par contre, t'en achètes plein. J'en ai une pile à la maison qui sont vides ou que je donne aux enfants à un moment pour qu'ils puissent dessiner, parce qu'eux dessinent beaucoup plus que moi sur les carnets. Mais voilà. T'aimes l'objet ? Oui, mais je trouve ça vraiment classe de pouvoir sortir son carnet, le dessiner, d'avoir un carnet. J'adore ça. Mais j'ai jamais eu d'agenda, jamais eu de cahier de texte. Mes rendez-vous, j'essaie de les avoir dans la tête, je les note pas. Ce qui fait que j'en oublie certains parfois. Mais non, je sais pas. C'est comme ça. Mais c'est un objet que je trouve formidable. Une photo de Paris, soi-disant la première montrant des êtres humains prise en 1838 par Louis Daguerre. Ouais, c'est une photo que j'avais découverte il y a quelques temps déjà. Elle est assez étrange, je vous conseille d'aller la voir. On voit vraiment je sais plus ils disent l'adresse sur le lien, je pense. Donc c'est un boulevard à Paris et on voit un tireur de chaussures, on voit quelques personnages mais qui sont des silhouettes à peine reconnaissables en fait, puisque le temps d'exposition était très long, donc il y a dû sans doute avoir d'autres personnages mais qui ont dû juste passer et donc pas imprimer Alors là c'était une plaque de verre, j'imagine, c'était un daguerréotype, je suis pas au fait de la technique exactement, mais... Et donc, mais il reste quand même sur cette photo de ces bâtiments et de ces rues vides quelques personnages qu'on devine. Et effectivement, on voit bien le tireur de chaussures. Et c'est assez, je trouve ça magnifique la photo, et notamment les vieilles photos, pas forcément des photos aussi vieilles. J'ai retrouvé au studio d'ailleurs, qui était l'ancienne maison de mon oncle, j'ai retrouvé une boîte de diapos. Et dans les diapos, c'était des diapos de mai 68 à Paris. Donc c'est assez étrange, c'est des photos qu'il a prises à l'époque en couleur, et je les visionnais et voilà, on se met vraiment dans la peau de quelqu'un quand on regarde une photographie.
Et c'est vrai que les photos, effectivement, c'est vrai que j'aime particulièrement les photos de Paris, mais de Lille, enfin des villes. C'est comme des liens, les photos. J'ai l'impression que le lien est important. Chez toi, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose, j'ai l'impression, le lien entre les gens, le lien entre, je sais pas, le passé, le présent, etc. Est-ce que... Ouais, je pense que ça, c'est dû à mon univers familial aussi, je pense, qui est beaucoup attaché à ses racines, à l'histoire d'être proche de la région aussi. Donc forcément, ça a aussi imprimé quelque chose en moi. Une partie de ton corps, je te laisse dire, parce qu'en effet, pour les gens qui te connaissent, là, c'est une évidence. Les mollets, voilà. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ça peut être plus surprenant, mais en effet, c'est une évidence totale, les mollets. Voyez-moi en short l'été et vous ferez votre propre avis. Apparemment, mes mollets sont très connus. Sont assez imposants, faut le reconnaître. Dans le milieu, voilà. Un jour, au moment de l'année, tu dis un beau jour d'hiver froid mais ensoleillé, une balade et une bonne bière belge ou du Nord en rentrant. Un temps comme aujourd'hui, là, là on est en hiver, il y a du soleil. On va pas se balader parce qu'il y a du boulot, mais par contre on aura la bière tout à l'heure. Donc j'ai presque rempli des choses, le cahier des charges. Mais ça c'est important, c'est se balader, c'est vraiment j'ai absolument besoin d'aller me balader en campagne au moins une fois par semaine, quoi. T'es de la ville, mais la campagne est importante. Oui, les deux pareils sont. Je suis de la petite ville, donc. Mais ouais, non, j'adore la campagne. J'adore vivre en ville, mais j'ai besoin de pouvoir aller en campagne. Je vais te laisser dire la personne, puisque je t'ai demandé, donc, voilà, la fin du questionnaire, c'est un personnage qui te fascine, et tu as dit... J'ai parlé de mon oncle, dont j'ai évoqué les photos de mai 68, qui était dessinateur, donc Roland Cuvelier, et qui vraiment, c'est un modèle en fait. Mais j'ai eu une période aussi où je trouvais que ses dessins c'était moins bien que Gaston, moins bien qu'Astérix, et je dis non, il dessine moins bien. J'ai eu cette période plus jeune, peut-être à l'adolescence, début de l'adolescence, où on rejette un peu. Et puis j'ai redécouvert en grandissant vraiment, et appris vraiment à comprendre son travail et à le trouver vraiment exceptionnel. Je trouve ça touchant, à la fin tu dis je me rends compte seulement maintenant de l'influence qu'elle a eue sur moi et aussi du talent qu'il avait. C'est ce que tu dis, des fois ça prend vraiment ça prend un peu de temps. Quand on est trop proche, on ne voit pas en fait, et c'est malheureusement il est décédé, et je connaissais son talent avant son décès, heureusement, mais j'ai reconnu son talent bien avant ça, mais c'est vrai que je découvre, il avait une production énorme, et donc voilà, chez mes parents il y a énormément de pochettes à dessin, et voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ouvre une des pochettes et puis je feuillette un peu tous ces dessins qui traînent partout. Et le fait de se rendre compte qu'il est encore connu et qu'il a marqué, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu t'interviewer de Bonne Humeur il n'y a pas si longtemps, qui te parlait, mais vous êtes de la même famille, etc. D'un seul coup ça marque, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, je ne sais pas, quand on est dans la famille à un moment donné, ou déjà tu te rendais compte du fait qu'il était quand même connu. Oui, je savais qu'il était déjà dans la région, c'était une figure assez connue, oui. Mais non, ça fait plaisir aussi, qu'on l'oublie pas, qu'on se souvienne de son travail. En plus, c'était un personnage totalement fou, totalement excentrique. Ça marque. Mais involontairement. Ah oui, ça marque. Oui, mais non, c'est vraiment chouette. Eh ben écoute, on devait faire à peine 1 heure, on a fait presque 1h10. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas dit avant de refermer l'enregistrement? On a été très sérieux. Ouais, ça change. Ouais. 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 Ça change. Ouais.